22 juin 1940. Dès 7 h du matin, dans les Alpes-Maritimes, l'artillerie italienne tire à pleine puissance sur les positions françaises. Très vite, les fantassins ennemis franchissent massivement la frontière et bousculent les postes avancés. Au-dessus de ce spell, l'ouvrage d'artillerie du Barbonnais, qui veille sur le secteur jusqu'au littoral, reçoit l'ordre d'ouvrir le feu. Mais alors que ces deux canons de 75 mm tirent à pleine puissance pour dégager les avant-postes, à 10 h 35, c'est le drame. La deuxième pièce de 75 mm explose, tuant 2 artilleurs sur le coup et en blessant 4 autres. L'électricité est coupée, la ventilation ne fonctionne plus. Son unique bloc d'artillerie n'étant plus opérationnel, l'ouvrage Maginot du Barbonnais est hors de combat. Bonjour à tous, je me trouve actuellement sur les dessus du Barbonnais, un fort de la fin du 19e siècle perché à 850 mètres d'altitude qui domine la ville de Sospel à 22 km de Nice. Juste derrière moi se trouve l'une des deux énormes tourelles Mougins modèle 1875 équipées de 2 canons de 155 mm, l'ensemble pesant 160 tonnes. Le 22 juin 1940, en pleine bataille des Alpes, ces vieux matériels vont entrer en action avec succès pour seconder l'ouvrage Maginot du Barbonnais, situé à 30 mètres sous nos pieds, qui était alors hors de combat. Incroyable ensemble fortifié, le Barbonnais aura posé autant de problèmes à ses constructeurs qu'à ses ennemis. Et c'est cet élément exceptionnel du patrimoine fortifié des Alpes-Maritimes qu'on vous emmène découvrir à travers cette nouvelle vidéo historique. Salut à tous, c'est Antoine pour l'équipe des Historateurs. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on vous amène visiter 2 forts superposés sur le mont Barbonnais, un fort de type serré de rivière des années 1880 sur les dessus, qui est ouvert au public, et un ouvrage Maginot des années 30 qui lui est fermé sur les dessous. Cette incroyable forteresse a joué un rôle primordial durant la bataille des Alpes en juin 1940 en contribuant à bloquer l'avance italienne. Mais avant de vous faire découvrir les secrets et l'histoire passionnante de cet ensemble fortifié depuis 1883 jusqu'à la guerre froide, on va faire une petite mise en situation géographique. Revenons tout d'abord au 19e siècle. À l'époque, les actuelles Alpes-Maritimes sont en fait le comté de Nice, appartenant au royaume de Sardaigne. En 1860, l'empereur des Français Napoléon III et le roi sarde Victor Emmanuel signent le traité de Turin. En échange de l'assistance militaire de la France, qui aboutira à l'unification de l'Italie, le duché de Savoie et le comté de Nice sont cédés et annexés par la France. Mais les cartes de l'échiquier européen se rabattent très vite. En 1870, la France du Second Empire est défaite lors de la guerre franco-prussienne. La Troisième République est proclamée et la signature du traité de Francfort en 1871 cède l'Alsace et une partie de la Lorraine au nouvel empire allemand. Coincée entre 2 nouveaux et puissants voisins que sont l'Italie et l'Allemagne, la France ne peut que constater son isolement et sa faiblesse. Elle ne peut plus mener de grandes manœuvres et doit nettement améliorer sa défense. Dès 1872 se crée un comité de défense qui va œuvrer à la fortification des nouvelles frontières. En 1874, un général du nom de Serré de Rivière est nommé à la tête du génie de l'armée. C'est lui qui va penser et créer le nouveau système fortifié, auquel on donnera son nom, de Calais jusqu'à Nice, ainsi qu'à travers de nombreuses villes en France. Le concept se base sur la création de places fortes autour de villes stratégiques, auxquelles on ajoute des lignes défensives entre les places et des trouées pour canaliser les assauts ennemis. Parmi les villes fortifiées les plus célèbres, on peut citer Verdun, Belfort, Toul, Maubeuge, Lille ou encore Épinal. Dans les Alpes, barrage naturel, la fortification prend une autre tournure.
Les forts peuvent être plus isolés, sur des sommets par exemple, ou appelés à ne contrôler qu'un passage précis, un col ou une vallée. Dans les Alpes-Maritimes, cependant, le relief s'adoucit jusqu'à la mer, et Nice est donc plus facilement accessible. Il y a donc plus de facilité pour un éventuel ennemi. C'est ainsi que pour mieux protéger le pays niçois, le général Céré de Rivière demande en 1878 qu'un ouvrage fortifié soit construit sur le mont Barbonnais, à 22 km de Nice, afin de mieux contrôler la route Turin-Toulon. Positionné à 850 mètres d'altitude au-dessus de Sospel, le futur ouvrage se veut être un imposant fort d'interdiction contrôlant la vallée de la Bévéra et les débouchés de la frontière. Le chantier démarre en 1880 avec la création de la route stratégique, puis en 1883 pour le fort en lui-même, sous la direction du capitaine Azibert, qui avait déjà réalisé le fort de la Croix de Bretagne à Briançon. Véritable orfèvre de la fortification, Azibert applique un soin particulier à chaque élément du fort qui sera baptisé en conséquence. Renommé brièvement fort Suchet, l'ouvrage se présente sous la forme d'un casernement central, entouré d'un fossé avec une caponnière le défendant à chaque extrémité. Dans les projets initiaux, il avait été décidé l'implantation de 2 tourelles d'action lointaine. De 1883 à 1886, on installe au nord et au sud du casernement 2 tourelles Mougin modèle 1875 en fonte dure, qui est le premier modèle de tourelle française, équipées chacune de 2 canons de 155 mm long. Ces derniers avaient une portée maximale de 9200 mètres et pouvaient tirer un obus toutes les 3 minutes. Cette tourelle monstrueuse, qui ne pouvait s'éclipser, avait un blindage maximal de 600 mm pour un poids de 180 tonnes, voire 260 si l'on compte la cuirasse avec. Manœuvrée à la force des bras, elle pouvait effectuer une rotation complète en 45 secondes avec 6 hommes. Les tourelles sont baptisées Jeanne d'Arc pour la nord et Bayard pour la sud par le capitaine Azibert. Le fort du Barbonnais fait alors partie des ouvrages les plus cuirassés de toute la France. Le 23 septembre 1887, un terrible tremblement de terre dévaste le nord de l'Italie et le sud-est de la France. Le Barbonnais n'est pas épargné, et alors que sa construction n'est pas achevée, plusieurs voûtes sont lézardées et on note des dégâts sur certaines maçonneries. En 1888, les 2 tourelles Mougin sont mises en service. Nous sommes ici à l'intérieur de la tourelle nord Jeanne d'Arc. Afin de faciliter leur mouvement, on va équiper ces 2 tourelles de moteurs à vapeur afin qu'elles puissent avoir une rotation continue qui était nécessaire pour éviter les coups d'embrasure, en gros des tirs en direct sur le canon. Les objectifs étaient signalés par un curseur coulissant situé sur une circulaire graduée au bas de la tourelle, et lorsque la tourelle arrivait sur le bon objectif, une branche métallique venait buter sur le curseur, elle provoquait la mise à feu des 2 canons en même temps par contact électrique. En gros, on parle d'un tir automatique et électrique avant l'heure. Dans le même temps, l'artillerie et les munitions évoluent radicalement, notamment avec l'apparition de la mélinite pour les projectiles. On se rend rapidement compte que toutes les fortifications en pierre de taille sont obsolètes. C'est la crise de l'obus de torpille. Pour y remédier, on décide de moderniser les fortifications, notamment par l'utilisation de béton spécial ou de béton armé récemment découvert, et de protéger au mieux les organes principaux. En 1891-92 est construit un magasin sous roc d'une capacité de 54 tonnes de poudre noire. En 1907, on décide de retirer les moteurs à vapeur car leur importante fumée risquait de révéler la position de la tourelle à l'ennemi. Ce seront donc désormais les 25 servants qui devront assurer la rotation de la tourelle manuellement. Entre 1909 et 1914, 5 guérites blindées d'observation sont installées et divers projets de modernisation apparaissent. Installation d'une autre tourelle d'artillerie, plusieurs tourelles pour mitrailleuses et projecteurs, observatoire cuirassé, électrification, ventilation, etc. Du fait du début de la guerre, seul un observatoire bétonné sera ajouté pour diriger les tirs des tourelles et l'on renforcera la caponnière sud en béton armé. Le Barbonnais n'est heureusement pas le seul fort construit autour de Nice, mais il restera le plus puissant avec une position hautement stratégique. En 1914, le fort est prêt au combat, même si sa modernisation est loin d'être achevée. Il aura coûté 2,3 millions de francs. Outre ces 2 tourelles avec 4 canons de 155 mm, on peut noter un autre canon de 155 mm long sur affût, 2 canons de 120 mm courts, 10 canons de 95 mm Lightol et de nombreux mortiers et pièces de montagne, soit un total de 33 pièces. Il était alors occupé par le 163e régiment d'infanterie et le 7e régiment d'artillerie à pied et pouvait héberger un total de 365 hommes.
Voilà, nous arrivons ici à l'entrée du fort Suchet, donc le fort du Barbonnais version originale, version 19e siècle. Après avoir passé la grille qui fait déjà un premier virage, on arrive devant l'imposant porche, la porte d'entrée du fort à proprement parler. Et regardez, nous pouvons lire Fort du Barbonnais 1883-1886. On arrive sur le pont, un pont à effacement horizontal, regardez. Juste ici, ce pont pouvait se retirer pour empêcher les ennemis d'accéder au fort, sachant que de toute façon, il y avait des créneaux de fusillade pour défendre le fort. Une grille protège l'entrée, plus une grande porte dans sa version originale en bois et renforcée par du métal. Donc voilà, une fois passé le porche d'entrée, on a immédiatement la galerie qui s'élève pour arriver doucement mais sûrement vers le casernement du fort Suchet. Donc voilà, là on arrive au niveau du poste de garde du fort, vous voyez, qui était assuré juste ici. On a le bâtiment, la poste de garde, il y a plusieurs pièces qui servent à l'association. Mais avant de vous faire visiter l'intérieur du fort, je vais d'abord vous emmener sur les dessus. Il faut savoir que dès le début, il y avait 2 tourelles Mougin modèle 1875 qui avaient été installées. On va commencer par la tourelle Jeanne d'Arc, qui était encore équipée de ces 2 canons de 155 mm. Donc la tourelle est en fonte dure, c'est le tout premier modèle de tourelle française. Il y a eu un certain nombre de tourelles Mougin qui ont été fabriquées. Très vite, elles sont devenues obsolètes parce qu'elles étaient trop vulnérables. On a 600 mm de fonte dure en blindage. Malheureusement, on s'est aperçu, surtout en 1914, lors du début de la Première Guerre mondiale, qu'avec de nombreux obus lourds, cette tourelle finissait très vite par se fissurer profondément et beaucoup d'exemplaires ont été mis hors service. On va continuer sur les superstructures et là on va arriver, regardez sur la gauche, vous avez des emplacements d'artillerie à l'air libre. Donc c'est-à-dire là tout le long, regardez, vous avez à chaque fois des emplacements pour pièces à l'air libre. Donc ça c'était en général des pièces de rempart. Il y avait aussi des canons de 95 mm Lightol, le célèbre canon qui était tellement efficace. Ils étaient mis en général ici sur les remparts. Des abris de traverse de chaque côté qui permettaient de s'abriter lors des bombardements. Voilà, donc là on a regardé ce genre de guérite observatoire qui a été installé et qui permettait d'observer en fait les environs, tous les environs. Et regardez, on y accédait directement par cette porte blindée. On avait accès en dessous, il y avait une petite balançoire sur laquelle on pouvait s'installer. C'est ce petit modèle de guérite qui ont été installés dans le cadre de la modernisation du fort en 1914. Voilà, donc là on arrive sur les dessus de la tourelle Bayard, la seule qui a été reconstituée en fait avec son camouflage d'origine. Selon les témoignages d'un sapeur téléphoniste qui a servi au fort, elle n'a plus ses tubes en place. Donc ces 2 tourelles, comme vous le savez, sont entrées en action en juin 1940 avec succès pour dégager les avant-postes qui étaient juste en face, les avant-postes de la baisse de Scuvion et de Pierre Pointu. Tout au fond là-bas c'est la mer, on voit l'ouvrage de Castillon. Et juste devant nous on a l'observatoire Pau, observatoire bétonné qui a été construit en 1914. Donc là on est vraiment au sud du fort. Je vais devoir repasser dans les pièces principales parce que maintenant je vais vous présenter bien sûr l'intérieur du fort. Donc là on va rentrer dans les galeries du fort par l'arrière et regardez, on peut observer les effets dévastateurs du tremblement de terre de 1887 et de la construction de l'ouvrage Maginot en souterrain. Ça a créé de très nombreuses fissures qu'on va voir encore juste après. Une partie a été rebouchée. Et là on note qu'ils ont mis de très nombreux témoins en 1939 notamment pour voir l'évolution de ces fissures. La plupart de ces témoins n'ont pas bougé, ce qui prouve que depuis la fin de la construction de l'ouvrage Maginot, eh bien le fort n'a pas tant bougé que ça. Donc là on rentre dans les galeries souterraines du fort et on va arriver dans le casernement par l'autre côté en fait, et je vais pouvoir vous présenter les différentes pièces du casernement. Donc sitôt arrivé depuis l'entrée, on a une superbe plaque honneur et patrie juste au-dessus de notre tête et il y avait la même plaque en face là-bas dans la chambre du commandant où il y avait marqué Fort du Barbonnais. On a la boulangerie du fort qui est accessible. C'est ici en fait qu'était réalisé le pain, parce que dans les forts, sur les rivières, c'est très important d'avoir le pain. Il y avait des fournées qui étaient réalisées chaque jour pour que chaque soldat ait sa ration de pain. Et donc cette boulangerie est dans un état impeccable. Regardez ça. Regardez, on a encore des cruches estampillées Barbonnais. Alors là, regardez, on a un superbe détail de fresques d'époque qui ont été réalisées là tout autour. Regardez, c'est très joli, là tous ces végétaux tout le long. Et ici également, regardez, on a de magnifiques fresques qui ont été réalisées par les soldats lors de leur périple. Il faut savoir qu'il y a plusieurs régiments qui sont passés par ici. Donc là on avait regardé le réfectoire d'origine. Donc c'est ici en fait que les soldats mangeaient. Donc il y a plusieurs pièces qui ont été transformées en musée. Là on arrive au bout tout simplement du casernement en lui-même. Vous avez notamment la chambre du commandant qui était là au-dessus, où il y a justement l'horloge. Devant moi la galerie qui mène à la tourelle sud et à la caponnière sud. Toute la partie droite servait de chambrée pour la troupe. Donc à chaque fois vous avez différentes chambrées en fait tout simplement pour la troupe. Et il faut savoir aussi qu'au Barbonnais il y a un important musée d'artillerie. Donc il y a plein de pièces d'artillerie qui ont été entreposées, qui appartiennent toujours à l'armée, puisque c'est un musée aussi dédié à l'artillerie. Là aussi regardez, on découvre de magnifiques inscriptions d'époque.
caporal Léon André face à l'ennemi France d'abord, qui ont peut-être été du coup réalisés en 1945 ou après, car notamment là on voit que ça a été réalisé par le 1er bataillon de marche. Donc là on est dans le bureau, donc pareil on a différentes fresques qui sont présentes et qui ont été restaurées de ce côté-là. On a ici une belle insigne avec honneur et patrie. Là aussi on pourrait croire que c'est une pancarte, mais c'est un trompe-l'œil, c'était pour noter les services de garde. L'insigne générale de troupes de forteresse de la ligne Maginot, on ne passe pas. Et dernier élément intéressant du casernement du Barbonnais, regardez, c'est ici, à l'intérieur de cette pièce, nous avons des peintures américaines qui ont occupé le fort à partir d'octobre 44. Et ça, regardez, notamment nous avons cette femme nue qui représente la Statue de la Liberté, qui ont été réalisées par des soldats américains originaires d'Hawaï. En réalité, c'était des Japonais, bien sûr, on ne le disait pas à l'époque. Et maintenant, je vais vous montrer la tourelle Jeanne d'Arc et vous présenter rapidement son fonctionnement. Donc on arrive là devant la tourelle nord Jeanne d'Arc. Donc c'est une tourelle Mongin, un modèle 1875, réalisé en fondure. L'ensemble pesait 160 tonnes et je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc regardez, on a ce système très impressionnant pour la rotation de la tourelle. Forcément la tourelle étant très spacieuse pour accueillir les deux canons de 155. On a un exemple, une reproduction en bois, un obus de 155. On a tout le mécanisme de chaîne qui permettait de faire la rotation de la tourelle. On a le nom de la tourelle qui est indiqué ici, Jeanne d'Arc, et des preuves de son ultime modernisation pendant la guerre froide, notamment avec cette prise téléphonique moderne. Ici on avait les tirs qui avaient été notés, notamment ceux qui ont été tirés en 1940, qui étaient notés directement ici. Ici on a la motorisation électrique de la tourelle qui a été faite dans les années 50. Et ici le système de pompage qui pompait la glycérine qui était injectée dans le système de roulement de la tourelle en fait pour lui permettre de se surélever avant d'effectuer la rotation. Donc là on a à l'intérieur dans la chambre de tir de la tourelle, on a devant nous l'âme des canons, on voit à travers la culasse est ouverte de ces canons de 155 mm. Donc l'obus était chargé ici et la mise à feu se faisait automatiquement. Je vais y revenir bien sûr juste après. En tout cas évidemment ça paraît très impressionnant, hein. C'est pas tous les jours qu'on voit une tourelle de cette taille. Regardez les bouches à feu juste ici. Et je vous explique également rapidement le système de pointage. Regardez, vous avez une circulaire graduée tout le long de la tourelle. Les objectifs étaient indiqués grâce à ce curseur coulissant, vous voyez. Et quand la tourelle partait en rotation, eh bien il y avait cette languette mécanique qui venait tout simplement cogner le curseur et par un contact électrique, la mise à feu des deux tubes se déclenchait en même temps, les deux tubes tiraient en même temps et donc c'était un tir automatique électrique dès la fin du 19e siècle. Je vais maintenant passer aux étages inférieurs. Donc là on arrive juste au premier sous-sol où il y a en fait tout le système, regardez, tout le système de rotation en fait de la tourelle et puis tous les engrenages en fait. Là on a le moteur en fait qui permettait d'actionner la rotation de la tourelle, encore une fois modernisée dans les années 50. Là je vais passer juste rapidement à l'endroit où étaient acheminés les obus. Donc ils arrivaient depuis l'extérieur, là-bas on a le couloir, on a ce rail qui arrivait directement ici, ils étaient mis dans le mont de charge, là ils étaient descendus et on va aller justement à ces étages inférieurs. Donc là on a au deuxième étage intermédiaire, on va retrouver le poste de commandement qui a été réalisé notamment durant la période Maginot, puisqu'on reconnaît les tableaux typiques qu'on retrouve justement dans les postes de commandement de la ligne Maginot. Donc ces tableaux verts où étaient indiqués les ordres de tir, les données de tir en direct des observatoires. Enfin de là, si on descend tous les étages souterrains qui passent sous la tourelle, nous allons progressivement arriver à un chemin de fer souterrain. Elle est juste ici, voilà. Et on arrive en fait au pied du mont de charge qui permettait de remonter les obus vers la tourelle, d'abord la chambre de préparation des obus et vers la tourelle. Et ici du coup on a le chemin de fer souterrain qui va mener en fait à la caponnière. Je vais vous y emmener. Les caponnières en fait dans les années 30 ont été rénovées et transformées du coup en magasin à munitions. Et voilà, nous arrivons ici dans la caponnière. On a encore l'installation téléphonique de l'époque Maginot, regardez. Et ici c'était le magasin à munitions original. La caponnière, vous le voyez au-dessus de nos têtes, a été bétonnée, renforcée par du béton. Et tout a donc été refait et entièrement muré. Donc si je voulais résumer le cheminement des obus, nous sommes ici dans la caponnière nord qui servait de magasin de munitions. Les obus étaient acheminés ici sur cette petite voie de 60. On allait arriver tout doucement en fait sous la tourelle. Voilà, donc on arrive, regardez ici, le mécanisme du mont de charge avec son moteur. On arrive au pied de la tourelle, le mont de charge, et là les obus étaient remontés d'abord dans la chambre de préparation des obus. On arrivait l'arrivée du mont de charge qui était juste là-bas. Les obus arrivaient depuis l'étage inférieur. Ils arrivaient ici, ils étaient préparés et à l'aide de cet autre mont de charge, ils étaient montés jusqu'à la tourelle. Et voilà l'étape finale de l'acheminement des obus qui arrivait, par ce système de mont de charge à l'étage de la tourelle. Et ils étaient acheminés ici, ils étaient montés après
à la main, obus par obus, pour être placés dans la tourelle avant de tirer. Et voilà pour cette tourelle Mougin. Et voilà pour cette visite du fort du Barbonnais. En 1915, contre toute attente, l'Italie, neutre jusque-là, entre en guerre aux côtés des Alliés. Les fortifications alpines sont donc désarmées face à ce nouvel allié, et en 1918, la victoire finale n'aura pas vu le Barbonnais entrer en action. Après la Grande Guerre, la France, qui a fait face à d'atroces pertes, récupère l'Alsace-Moselle. Très vite, une nouvelle ligne de fortification est pensée dans le but de dissuader ou de retarder un éventuel ennemi. C'est la future ligne Maginot. Le long de la frontière italienne, on envisage également de moderniser les fortifications, surtout face à l'Italie fasciste de Mussolini. Dès 1928, le ministère de la Guerre charge la CORF, Commission d'organisation des régions fortifiées, l'organisme mère du dispositif Maginot, de réfléchir à la défense des frontières sud-est de la France, la zone étant d'ailleurs particulièrement sensible dans les Alpes-Maritimes, puisque le relief montagneux s'adoucit à l'approche du littoral et les points de passage sont donc plus nombreux. Se basant notamment sur les travaux du général de Goutte, qui a réalisé de nombreux projets sur la fortification alpine, la Corf imagine un front puissant avec une ligne presque continue d'ouvrages. Le secteur fortifié des Alpes-Maritimes va ainsi naître et sera le plus puissant des Alpes. 2 lignes de défense sont ainsi imaginées et le fort du Barbonnais est en plein milieu du dispositif. Dès le départ, il est envisagé de moderniser le fort à minima afin de pouvoir utiliser son artillerie sous tourelle. On ressort donc les projets inachevés de 1914. Alors que la construction du tout premier ouvrage de la ligne Maginot commence à Reims-Place dans le nord du département en 1928, le fort du Barbonnais voit enfin sa caponnière nord bétonnée et convertie en magasin à munitions à l'épreuve. D'importantes crevasses se révèlent lors des travaux et sont remplies de béton. Entre 1930 et 1932, les tourelles Mougin sont renforcées et mieux protégées avec l'ajout de béton sur la cuirasse. On installe 2 moteurs Ballot aux étages inférieurs des tourelles pour assurer l'éclairage électrique, la ventilation et la rotation des tourelles devient également électrique. Pendant tout ce temps, la Corf va imaginer différents projets afin de construire un ouvrage moderne sous le fort Suchet à 30 mètres sous la roche. Et entre 1929 et 1932, 3 projets vont se succéder. Le principe de la ligne Maginot étant le flanquement, l'ouvrage Maginot du Barbonnais doit couvrir ses voisins, soit l'ouvrage de Laguaisin au nord, soit l'ouvrage de Castillon au sud, selon les projets, auxquels on ajoute des blocs d'infanterie pour mitrailleuses. Il est prévu de relier les tourelles Mougin à l'ouvrage Maginot souterrain, ainsi que de leur construire un nouveau magasin à munitions. Le fort Suchet devient ainsi l'unique ouvrage à tourelles du 19e siècle à être intégré dans le dispositif principal de la ligne Maginot. Finalement, pour l'ouvrage Corf, on se contentera du bloc d'artillerie vers le sud et l'on reporte le bloc d'infanterie ainsi que la liaison avec les tourelles Mougin. La construction de l'ouvrage du Barbonnais en dur aura lieu de fin 1931 à début 1935. Mais dès 1933, alors que les galeries sont déjà percées, de nouveaux effondrements liés à la fragilité du terrain ont lieu. Le chantier, mené par l'entreprise Bory, devient dangereux. Pire, le vieux fort sur les dessus, déjà fragilisé par le tremblement de terre de 1887, s'affaisse et des fissures apparaissent. Alors qu'on envisage carrément son abandon pur et simple, la situation se stabilise. Du côté de l'ouvrage Maginot souterrain, on décide d'annuler les liaisons avec le vieux fort et les blocs déjà reportés. L'ouvrage du Barbonnais, indicatif EO6, se présente donc sous la forme d'un ouvrage à 2 blocs. Le bloc 1 est le bloc d'entrée de l'ouvrage. Il est assez allongé avec pont-levis pour ravitaillement par camion et faiblement bétonné car quasiment invisible par l'ennemi. Il dispose uniquement d'un armement de fusils mitrailleurs pour la défense de façade et d'une cloche guetteur fusil mitrailleur. Le bloc 2 est le bloc d'artillerie, équipé de 4 pièces, 2 canons obusiers de 75 mm modèle 29 à action lointaine, 12 km, couvrant le sud-est du secteur fortifié des Alpes-Maritimes jusqu'au littoral, et 2 mortiers de 81 mm modèle 1932 qui couvrent l'ouvrage de Castillon en flanquement, 3,6 km de portée. Il dispose également de plusieurs créneaux FM et d'une cloche GFM pour sa défense rapprochée. Comme tout ouvrage Maginot, il dispose d'un casernement souterrain destiné à assurer son autonomie et le confort pour la troupe. Cuisine, usine avec les groupes électrogènes, infirmerie, poste de commandement, chambrée, centrale téléphonique, ventilation autonome ou encore filtre contre les gaz de combat. En septembre 1939, l'ouvrage Maginot EO6 du Barbonnais est prêt au combat, même s'il ne dispose que d'un seul bloc d'artillerie. Il aura tout de même coûté 10,8 millions de francs. Son équipage se compose de 320 hommes, incluant ceux du vieux fort Suchet.
issu du 158e régiment d'artillerie de position et du 95e bataillon alpin de forteresse. Donc là, on est devant l'entrée mixte de l'ouvrage d'artillerie EO6 du Barbonnais. C'est une entrée qui est desservie par un pont-levis et on a bien sûr un petit passage pour les hommes sur la gauche. On avait deux créneaux pour fusil mitrailleur FM24-29 qui défendaient la façade. Maintenant, je vais vous emmener du coup à l'intérieur de cet ouvrage du Barbonnais. Dès l'entrée, en fait, on va apercevoir cette magnifique pancarte ouvrage EO6. On a le créneau FM de défense de façade, on a la goulotte lance-grenade, on a le téléphone original d'alerte et encore en place, le téléphone de type TM32, un dispositif permanent. Donc très rapidement, regardez, on est ici à l'intérieur du bloc 1, donc on est de l'autre côté en fait du pont-levis, et donc il y avait ici, regardez, les wagonnets sur boîte 60 avec un canon de 47 anti-char qui traîne, qui permettait de ravitailler l'ouvrage jusqu'au fin fond du bloc 2. Donc là on a un exemple de casier de munitions qui pouvait être acheminé vers le fond de l'ouvrage. Ici on a l'accès au blocos de défense intérieure de cette entrée munitions avec des fusils FM 24-29 en place. Donc maintenant je vais vous emmener visiter progressivement le reste du casernement de l'ouvrage du Barbonnais qui est en excellent état parce qu'il a été restauré par l'association Edelweiss Armée des Alpes. Tout de suite à notre gauche nous allons avoir la salle de neutralisation avec les fils papier charbon actif. Voilà, si je continue un peu de me promener dans ce casernement, on va commencer à regarder par l'usine électrique. Tous les ouvrages de la ligne Maginot sont reliés à l'électricité par le réseau civil, mais il y avait toujours une usine électrique qui permet tout simplement d'assurer leur autonomie complète. Donc là nous avons devant nous les énormes moteurs, un groupe électrogène SMIM type 6 SR19 avec 6 cylindres et qui étaient chacun équipés de 150 chevaux. Ici nous avons le deuxième moteur. Ils sont encore dûment entretenus par les membres de l'association Edelweiss Armée des Alpes. Et celui-ci, regardez, a tourné pour la dernière fois en juin 2023. C'était il n'y a pas si longtemps. Donc dans cet ouvrage du Barbonnais, il y avait un équipage d'environ 320 hommes. Mais l'équipage était commun avec le vieux fort au-dessus, le fort Suchet. Donc ici on est dans la cuisinière au fioul, Arthur Martin qui a été réinstallé après-guerre et donc qui était prévu pour 240 rations. On a le blocos de défense d'entrée, le second blocos qui prend en enfilade le couloir principal. Et là on arrive dans le couloir du casernement. Sur la droite, je vais évoluer progressivement. Sur la droite, on a l'atelier commun, l'atelier mécanique, qui permettait aux électromécaniciens d'effectuer des réparations. Et ici, on arrive dans la salle d'eau où il devait y avoir la station de pompage. Nous avions ici l'arrivée d'eau avec toutes ces vannes, le tableau qui indiquait le stock des mètres cubes d'eau juste ici. Et ici, on avait en direct les niveaux d'eau. Regardez, ils sont encore là. On voit les niveaux d'eau de ces grosses cuves. Et là, on avait tout le système de pompage, sachant qu'il y avait une source au bas de la montagne. Et on arrive, regardez, dans la deuxième travée du casernement. On va retrouver à chaque fois soit des chambres pour la troupe, soit des locaux divers. Regardez, des chambres avec des tables, ils mangeaient immédiatement ici dans la chambre, et avec des lits modèle 76, qui étaient des lits qui dataient de l'époque série de rivière, dans la fin du 19e siècle, et qui ont été réutilisés. Voilà, donc ici on arrive au niveau des lavabos. On a le lavabo pour les officiers et ici les lavabos pour la troupe. Ici on va arriver dans les locaux un peu plus techniques. Et donc là nous avons la suite du casernement. On devait arriver au central téléphonique, le centre névralgique de l'ouvrage. Donc ici nous avons premièrement regardé les répartiteurs principaux de l'ouvrage. Tous les câbles étaient brassés dans ces répartiteurs. Le répartiteur qui allait juste derrière dans le central. Et ici il y avait le central téléphonique principal de l'ouvrage. Ici on arrive au niveau de l'infirmerie. On avait une chambre pour les blessés qui a été dûment reconstituée. Ici nous avions la salle d'opération. On avait tous les outils, vous voyez, d'opération et puis cet éclairage d'époque là. Et enfin ici une autre chambre qui était peut-être la chambre d'attente. Juste en face de l'infirmerie, on a tout le poste de commandement. Ici, on arrive dans le poste de commandement artillerie. Donc ici étaient notés les renseignements, les tirs, directement en relation directe avec les observatoires. Et ici, il y avait un central téléphonique de tir qui est ici et qui était censé être relié normalement directement avec une table d'opérateur, un peu comme celle-ci, pour ordonner les tirs, tout simplement, à l'artillerie du bloc numéro 2. Il faut savoir que dans ce poste de commandement était également dirigé les tirs du vieux fort, donc des deux tourelles Mougin, avec chacune deux canons de 155 mm. Enfin, nous arrivons au bout de la galerie principale de l'ouvrage Maginot, où on voit un croisement. En fait, c'est tout simplement une amorce de galerie vers les blocs qui ne seront jamais construits. Le bloc d'infanterie, la liaison avec le vieux fort, avec les tourelles Mougin. Maintenant, on se dirige vers le bloc 2 de l'ouvrage d'artillerie du Barbonnais.
On avait sur la droite le poste de commandement des 75 mm et là on avait le transmetteur d'ordre. Un peu plus au fond, on a deux pièces annexes, à savoir la première qui constitue le poste de commandement des mortiers. Nous avons encore une fois les tableaux de tir où étaient notés les données et les ordres, et encore une fois un transmetteur d'ordre. Et donc ici nous sommes dans les mortiers de 81 qui se situent à l'étage inférieur du bloc 2. On arrive maintenant au pied du bloc 2 où on va retrouver le monte-charge destiné à monter la quantité phénoménale de munitions pour les mortiers de 81 mm et les canons de 75-29. Sachant qu'ils en ont tiré plus de 500 obus en quelques jours, je vous laisse imaginer la quantité de munitions qui pouvaient être acheminées par ce monte-charge. Donc là, on a l'étage inférieur du bloc 2, le bloc d'artillerie de l'ouvrage du Barbonnais, équipé de deux mortiers de 81 mm modèle 1932. On a ici un exemple de type d'obus qui était tiré. Ils étaient chargés dans la culasse avant que la mise à feu ne soit déclenchée. Les servants ne voyaient évidemment pas où étaient tirés les mortiers, mais ils réglaient précisément les pièces selon les ordres de tir reçus. Les obus étaient stockés ici, et là on assemblait l'obus de mortier avec son empennage, où une charge additionnelle était ajoutée selon la distance que l'on voulait atteindre. On a ici le transmetteur d'ordre où étaient reçus les ordres de tir depuis le poste de commandement que l'on a vu juste en bas. Et du coup, on va arriver ici devant le second mortier de 81 mm modèle 1932. Ces mortiers ne sont jamais entrés en action puisque les Italiens ne sont jamais arrivés aussi proches de l'ouvrage et ces armes avaient été démontées après l'armistice de 1940 et emmenées en Italie. Voilà, nous arrivons à l'étage supérieur où il y a les deux canons de 75 mm modèle 1929 qui sont dans un état remarquable. Ici, on va retrouver le transmetteur d'ordre, encore une fois relié au poste de commandement des canons 75 que je vous ai montré avant. Ici, la deuxième pièce de 75 mm modèle 29 qui a explosé en juin 1940. Nous avions, regardez ici, un nouvel exemple d'obus de 75 mm. Et donc, il y a eu une défectuosité dans le corps de l'obus qui a fait que le canon a explosé sur le moment. Regardez, canon de 75 mm modèle 29. L'année de fabrication, 1932. Ce canon a été coulé en 1932. Vous avez même encore les optiques. Donc et ça, c'est très rare d'avoir cette lunette APX encore en place sur les canons. Et chose incroyable, regardez, on peut encore faire bouger les canons, regardez. Vous avez le canon qui descend, qui monte, il est parfaitement graissé. La pièce est presque en état de tir. On a bien sûr les casiers à munitions, regardez, ils sont équipés d'obus de 75 justement qui sont prêts à être tirés, c'est assez fou. Et juste ici du coup on a la cloche LG, lance-grenade, qui comme partout sur la ligne Maginot n'a jamais été équipé de son système de lance-grenade, hein, l'armement n'est jamais arrivé au terme de son développement. Et voilà pour la visite de l'intérieur de l'ouvrage d'artillerie du Barbonnais. Je retrouve tout de suite sur les extérieurs pour vous montrer le bloc 2. Voilà, là on est sur les dessus du bloc 2 de l'ouvrage d'artillerie du Barbonnais. Nous avons la cloche LG lance-grenade qui n'a jamais été équipée comme partout sur la ligne Maginot et qui a donc été obturée en conséquence. Et enfin, l'unique élément de défense rapprochée du bloc 2 sur les dessus, la cloche GFM guetteur fusil mitrailleur qui pouvait parfois potentiellement servir pour les observations. Et elle a de nombreux impacts. Au fond là-bas, l'ouvrage de Castillon, puis derrière, la mer. On arrive, regardez, devant l'impressionnant bloc 2 de l'ouvrage d'artillerie du Barbonnais. On aperçoit l'un des deux canons de 75 mm modèle 1929 dont la volée est saillante, c'est-à-dire que le tube dépasse largement du bloc, donc les pièces sont vulnérables. Ce problème a été largement résolu par la suite avec le modèle 75 mm modèle 1932 et le modèle 1933 encore amélioré. Donc là on voit bien que tout était quand même correctement protégé. Et il y a une belle casquette bétonnée, un beau fossé. Et là, à l'étage inférieur, nous avions les créneaux pour les mortiers de 81 mm qu'on a pu voir à l'intérieur. Il y avait deux créneaux de chaque côté. Et voilà pour le bloc d'artillerie de l'ouvrage du Barbonnais. En septembre 1939, les ouvrages sont occupés suite à la déclaration de guerre à l'Allemagne, mais l'Italie, neutre, ne bouge pas pour le moment. Après la période dite de la drôle de guerre, le Troisième Reich passe à l'offensive sur le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique, puis la France le 10 mai 1940. Malgré l'héroïsme de ces armées et de nombreux coups d'éclat, les lignes de défense françaises finissent par céder face à l'envahisseur. Après plusieurs reports, Mussolini se décide enfin à déclarer la guerre à la France le 10 juin 1940 sur demande d'Hitler, alors que les Allemands approchent de Paris. Les troupes alpines sont prêtes malgré un front affaibli. 300 000 Italiens contre 180 000 Français
dont 85 000 en première ligne. Face au secteur fortifié des Alpes-Maritimes, le 15e corps d'armée italien comprend les divisions Modena et Cremona, soit environ 80 000 soldats. Côté français, la défense est assurée par le 15e corps d'armée, qui comprend le secteur fortifié des Alpes-Maritimes et la zone nord, soit un total de 38 000 soldats. Dans les Alpes-Maritimes, les Italiens ont déclenché l'opération R pour Riviera, dont l'objectif est de s'emparer de Nice, puis de foncer sur Marseille. Mais les premiers jours sont plutôt calmes et seuls quelques escarmouches ont lieu afin de tâter le terrain. Les Italiens, qui étaient sur la défensive, ne sont en réalité pas prêts à une opération d'envergure. Le 14 juin, des infiltrations ennemies sont repérées près de l'avant-poste de la Pena. Le commandant Dean, qui commande tout le secteur fortifié des Alpes-Maritimes depuis son PC à la Turbie, donne l'ordre aux Barbonnais d'ouvrir le feu. Les 75 mm du bloc 2 entrent alors en action et dispersent les Italiens en 48 coups. 8 morts et de nombreux blessés sont à déplorer. Le 16 juin, une fusée verte est repérée près de l'ouvrage du Castellar sur la frontière. En 5 minutes, les 75-29 du bloc 2 déversent 24 coups. Le 20 juin, les Italiens débutent réellement leur offensive sur l'ensemble du front alpin. Tandis qu'ils avancent vers Menton en suivant le littoral, ils opèrent un mouvement visant à encercler les avant-postes. Engageant des blindés et de l'infanterie, la division Cremona se retrouve face au célèbre avant-poste de Pont-Saint-Louis qui lui barre la route. Toute la matinée, les 75 mm du bloc 2 font feu sur des concentrations ennemies repérées, notamment dans le sud, autour des avant-postes de la Coletta et du Collet du Pillon. Plus de 164 obus sont tirés. À 20h30, les vieilles tourelles Mougins entrent en action pour la première fois de leur existence. « 20 coups sont tirés sur un pont près de Breil-sur-Roya, non loin de la frontière, où les Italiens acheminaient leurs renforts. Des panaches de fumée sont observés sans qu'on puisse confirmer le résultat. Le 21 juin, alors que les négociations d'armistice ont lieu entre la France et l'Allemagne, Mussolini s'impatiente. Il veut sa part du gâteau. Il ordonne donc une offensive générale sur tout le front. L'action italienne se concentre sur les avant-postes de Coletta et de Collet du Pillon près de Castellar. Les deux tourelles Jeanne d'Arc et Bayard envoient 20 projectiles de 155 mm pour contrer la menace. Toute l'après-midi, le fort et l'ouvrage du Barbonnais sont contrebattus par l'artillerie italienne. 76 coups relativement imprécis sont encaissés, le bloc 2 et même la tourelle Jeanne d'Arc sont touchés, mais aucun dégât majeur. Le 22 juin, l'offensive générale est déclenchée sur tout le front et les divisions Modena et Cremona en redoublent d'efforts vers les avant-postes français. Dès 7 heures, un déluge de feu s'abat sur tous les ouvrages et les avant-postes du secteur. L'avant-poste du Pont-Saint-Louis est à nouveau menacé et sera désormais encerclé. Le bloc 2 intervient dès 9h45 pour le dégager et l'attaque italienne est enrayée. Vers 10h30, 209 obus de 75 mm avaient déjà été consommés. Mais à 10h35, c'est le drame. Suite à une défectuosité d'un corps d'obus, le deuxième canon de 75 mm explose. 2 artilleurs, Joseph Lauré et Fernand Boutini, sont tués sur le coup. 4 autres sont blessés, dont 2 gravement. L'électricité est coupée, la ventilation ne fonctionne plus. Le bloc 2 de l'ouvrage Maginot du Barbonnais est hors de combat. Immédiatement, ordre est donné aux tourelles Mougins de prendre le relais. Dès 14h, les coups se succèdent lentement mais avec précision sur tous les objectifs signalés. Face aux ouvrages du Barbonnais et de Castillon, la division Modena a poussé les défenseurs jusqu'aux avant-postes de Pierrepointu et de Besse de Scuvion qui demandent de l'aide. Les Italiens essayent de faire sauter les portes de Pierrepointu. Le Barbonnais intervient immédiatement. La journée se termine avec 75 obus de 155 mm tirés, ayant eu des effets dévastateurs sur les concentrations ennemies. Le 23 juin, à 8h25, la pièce de 75 mm encore valide peut reprendre le tir. Peu de temps après, l'aviation italienne lâche une vingtaine de bombes sur le fort du Barbonnais d'une mauvaise précision. Le capitaine Findori, qui commande l'ouvrage voisin de Castillon, va devenir un artisan de la défense car il est le seul à être en communication radio avec les avant-postes encerclés. Justement, après l'avant-poste de Pierrepointu la veille, c'est l'avant-poste de la Besse de Scuvion qui est menacé directement par les Italiens qui ont progressé à la faveur du brouillard. Findori va diriger les tirs et les vieilles tourelles Mougins vont alors lâcher 79 obus de 155 mm qui vont briser l'encerclement autour de l'avant-poste.
Le 24 juin, le temps est épouvantable avec des pluies torrentielles. Dès 2 h du matin, le 75 mm tire sur de nombreux objectifs, tandis que les tourelles continuent de déverser des projectiles de 155 mm autour des avant-postes de pierre pointue et baisse de Scuvion. Il faut noter que durant tous ces combats, la météo était si mauvaise que l'intérieur de la tourelle était particulièrement humide. Les contacts électriques fonctionnaient mal et décision fut prise d'assurer la rotation à la main avec 3 ou 4 hommes. Le même jour, la France signe l'armistice avec l'Italie, dont le cessez-le-feu est établi le 25 juin à minuit 35, en même temps que l'Allemagne. Au soir, le Barbonnais va effectuer un dernier barreau d'honneur en tirant 41 obus de 75 mm dans le secteur de Pierre-Pointue. À 21 h 46, l'ordre est donné de cesser tout tir d'artillerie, sauf menace directe et avérée. Puis vient le cessez-le-feu à minuit 35 et le calme absolu à travers les montagnes. Durant toute la bataille des Alpes, le Barbonnais aura consommé 558 obus de 75 mm et 310 obus explosifs de 155 mm qui auront été très efficaces, notamment pour dégager les avant-postes encerclés, malgré l'âge du matériel. Les Italiens eux-mêmes, d'ailleurs, ont reconnu l'efficacité de ces tirs. Les mortiers de 81 mm de l'ouvrage Maginot, quant à eux, n'eurent pas à intervenir, l'ennemi n'ayant jamais pu arriver aussi près. Dans le secteur fortifié des Alpes-Maritimes, les Italiens ne peuvent que constater leur échec. Si l'ennemi a échoué à conquérir ne serait-ce que les avant-postes encerclés, Pierre Pointue, baisse de Scuvion, la Coletta, Collet du Pilon, il a cependant réussi à progresser vers Menton en contournant l'avant-poste de Pont-Saint-Louis, mais uniquement avec de l'infanterie. Harcelés par l'artillerie, les pertes furent lourdes pour l'assaillant. Les Italiens comptent 1165 hommes hors de combat contre seulement 65 Français. Suite à l'armistice, une zone démilitarisée de 50 km est mise en place. Le Barbonnais se trouvant dans cette zone, il doit être désarmé. Le 3 juillet 1940, l'équipage quitte l'ouvrage après avoir démonté les culasses, les optiques et retiré les munitions. Courant juillet 1940, les tubes de 75 mm et les mortiers de 81 sont démontés et emportés en Italie. En août, c'est au tour des 4 canons de 155 mm des 2 tourelles de subir ce sort. Une équipe de gardiennage réduit restera sur place jusqu'au début 1941. En novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Suite à l'opération Anton et l'invasion de la zone libre, les Italiens occupent la région. En juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile et en septembre, suite à l'armistice italien, les Allemands occupent à leur tour les Alpes-Maritimes. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie, suivis par le débarquement en Provence, opération Dragoon, 2 mois plus tard, le 15 août 1944. Dès la fin août, les Allemands se retirent dans le nord-est du département afin de ralentir au maximum les Alliés sur la crête frontière pour couvrir leur retraite organisée depuis le nord de l'Italie. Pour cela, ils décident de réoccuper les ouvrages Maginot, bien que désarmés. En septembre 1944, l'effectif présent autour et dans les ouvrages de Castillon et du Barbonnais compte 800 hommes de la 148e Infanterie Division, qui sera relevée par la 34e Infanterie Division après de nombreuses désertions. L'ouvrage du Barbonnais est alors occupé par un détachement de 25 hommes de la 34e. Les Allemands ne peuvent mettre en batterie que du matériel léger, mitrailleuses ou des mortiers de campagne, l'ouvrage désarmé ne leur servant que d'abri. Les Américains et les Français vont alors s'employer à réduire les ouvrages de silence. Des mortiers de 81 mm, des pièces de 105 et 155 mm sont utilisés et font feu sur les ouvrages Maginot sans résultat probant. Le général américain Frédéric va alors demander l'intervention étonnante de l'énorme cuirassé Lorraine, un vieux bâtiment qui a participé aux opérations du débarquement de Provence et qui est un rescapé de l'opération Catapulte. Vous savez, cette opération durant laquelle les Britanniques avaient pour ordre de neutraliser ou de capturer la flotte française, notamment à Mers-el-Kébir. Armé de 4 tourelles doubles de 340 mm, le Lorraine, positionné à 21,5 km du Barbonnais, ouvre le feu au petit matin du 11 septembre. Guidé par un avion de reconnaissance américain Piper, il envoie 56 obus de rupture sur le Barbonnais. Mais les puissants tirs sont très imprécis, les dégâts sont mineurs. L'après-midi, il envoie 59 obus de 340 mm sur l'ouvrage de Castillon. Là aussi, les dégâts sont très superficiels et si l'entrée mixte fut ravagée comme on le voit sur de nombreuses photos, il s'agit là de l'œuvre de l'artillerie US qui dominait les montagnes environnantes. Du fait de l'inefficacité de ces tirs, le commandement allié décide d'arrêter les frais et ordonne à l'infanterie de se cantonner à ses positions. C'est finalement le 23 octobre que les Allemands quittent définitivement le fort et l'ouvrage du Barbonnais.
Dans la nuit du 27 au 28 octobre, il quitte également Sospel en se retirant par la vallée de la Roya, mais en pratiquant la politique de la terre brûlée, faisant sauter routes, ponts, viaducs et voies ferrées. Le 29 octobre 1944, les premiers soldats américains arrivent au fort du Barbonnais où ils vont passer l'hiver. On trouve encore nombre de traces de leur passage sur les murs du casernement, notamment ces jolis dessins. Mais si l'hiver est bien là et met en gel les opérations en altitude, les combats ne sont pas terminés pour les Alpes-Maritimes. Certains sommets sont en effet toujours allemands. Le gouvernement provisoire du général de Gaulle ambitionne d'ailleurs de conquérir un maximum de territoire italien afin de servir de monnaie d'échange lors des futures négociations de paix. Dans ce cadre, le détachement d'armée des Alpes, DAA, est créé à partir de plusieurs divisions et s'apprête à partir à l'assaut du massif de l'Authion, lourdement fortifié. Et le 10 avril 1945, alors que débute le dégel, l'opération Canard est déclenchée. Les forces françaises s'élancent avec blindés et infanterie pour reconquérir l'Authion. Du 10 au 12 avril, de très violents combats vont opposer les deux belligérants avec plus de 1000 pertes dans chaque camp. Le 25 avril, l'Authion est complètement nettoyé et les Français foncent en Italie après avoir passé le col de Tende. Ils seront cependant stoppés le 29 avril sur ordre du commandement allié. Quelques jours plus tard, l'Allemagne capitule sans condition. Après-guerre, les ouvrages alpins sont désarmés, mais dans un état relativement correct comparé au nord-est, à l'exception bien sûr d'ouvrages détruits comme Castillon par les Américains ou sabotés comme Cap-Martin par les Allemands. Dès 1946-47, des mesures conservatoires sont prises et des premières réfections ont lieu. Dans le cadre de la guerre froide qui se profile et la création de l'OTAN en 1949, la France se met à imaginer de pouvoir réutiliser la ligne Maginot dans l'Est et les Alpes comme position d'arrêt pour ralentir une éventuelle invasion soviétique. En 1950, d'importants fonds sont débloqués, 2 milliards de francs, et la décision est prise de réarmer et de moderniser la ligne Maginot. Dans ce cadre, les ouvrages du Barbonnais sont réactivés. Le fort Suchet est exceptionnellement réarmé avec les canons de 155 mm des deux dernières tourelles encore en l'état de toute la France, au fort de Froire et Villers-le-Sec. Il bénéficie même d'une ultime modernisation avec la réfection de son réseau électrique. Il s'agit du seul fort du 19e siècle à être réutilisé et modernisé sur son armement d'origine durant la guerre froide. Mais les crédits alloués finissent par faiblir et quand la France se dote de l'arme atomique en 1960, la fortification perd de son intérêt comme arme dissuasive. En 1961, tous les travaux sont arrêtés et en 1963, alors que le vieux fort Suchet n'est plus d'aucun intérêt stratégique, on accepte de désarmer la tourelle sud Bayard de ses deux canons de 155 mm afin de les rendre au fort de Villers-le-Sec, près de Nancy, à des fins touristiques. Dans les années 80, un canon de 75 mm modèle 1929 est prélevé à l'ouvrage du Monte Grosso pour remplacer l'ancien canon explosé, tandis que le second canon en place est en fait le tube de rechange du même canon explosé. Les ouvriers du génie assureront cependant un entretien minimal des lieux, surtout pour l'ouvrage EO6, jusqu'en 1986, date de cession de l'ouvrage à l'association des anciens combattants de la ligne Maginot. Depuis, l'association Edelweiss Armée des Alpes a repris le flambeau afin de préserver et restaurer l'ensemble fortifié du Barbonnais, permettant que la mémoire de ses défenseurs ne soit jamais oubliée. Cette vidéo sur les ouvrages du massif du Barbonnais est désormais terminée. Merci énormément à vous de l'avoir regardé et merci à l'association Edelweiss Armée des Alpes pour leur aide cruciale dans la réalisation de ce documentaire et plus particulièrement René Teller et Marc Andinger ainsi que le département des Alpes-Maritimes pour leur soutien majeur. On a vraiment apprécié de mettre en avant ces fortifications alpines très impressionnantes qui valent vraiment le coup d'œil. D'ailleurs, si vous êtes de passage dans le pays mentonais, je vous invite à venir visiter le fort Suchet à la belle saison pour vous rendre compte par vous-même de ce patrimoine exceptionnel. Enfin, pour ceux qui souhaiteraient nous suivre en dehors de YouTube, n'hésitez pas à venir sur Instagram, Facebook et TikTok. Et bien sûr, pour ceux qui voudraient aussi en vocal, nous avons le lien de notre Discord dans la description. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre la cloche pour ne pas louper les notifications. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo historique.